Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de TELUS, qui prône le dynamisme des médias et du journalisme au Québec. Bonsoir, Bruno Gouliel-Minet au microphone et vous écoutez une édition spéciale de Mon Carnet en direct de la deuxième édition du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. C'est le numéro 2 de 4 épisodes et aujourd'hui, c'est la première journée de discussion de panel ici dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Alors, j'ai pour vous 3 intervenants qui ont marqué la journée par leur témoignage. Ce soir, je vous propose une rencontre avec le correspondant de TVA Washington, Richard Latendresse, un échange avec la journaliste globe-trotteur de Radio-Canada, Zev Wolfdegouris, et finalement, une discussion avec Annick Charrette au sujet de la crise de l'information en région. Et puis, à la toute fin, tiens, une surprise musicale, un peu comme la chanson à la fin d'un film. Eh bien, dans mon cas, ce serait une chanson différente au sujet du festival à la fin de chaque épisode. Alors, pour tout de suite, on fait une courte pause et on revient avec le correspondant de TVA et animateur de l'émission Contexte à LCN, Richard Latendresse. Richard Latendresse, bonjour. Bonjour Bruno. Richard, d'abord, pourquoi avoir accepté l'invitation du festival? Moi, j'avais le sentiment, Bruno, que ce festival-ci, en fait, je l'avais vu à distance l'année dernière, je l'avais suivi à distance, offrait la possibilité d'un contact avec le téléspectateur, dans mon cas, le lecteur aussi. Un contact précieux parce qu'en réalité, c'est assez courant de tomber dans une bulle pour nous, les correspondants, les journalistes de manière générale, où on fait notre travail, on cible des thèmes, des gens auxquels on veut parler, mais finalement, on s'éloigne de ce qui peut être intéressant, ce qui nourrit la curiosité des gens. Ce festival-ci m'apparaît avoir cette caractéristique vraiment importante de pouvoir faire le pont entre ceux à qui je parle, et il m'arrête constamment, et c'est ce qui est merveilleux ici, ceux à qui je parle et ce que j'ai envie de raconter, tu vois. Alors, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'y être. Et là, c'est particulier parce qu'on t'invite comme journaliste, mais évidemment, on t'invite aussi comme spécialiste des États-Unis qui s'apprête à couvrir une des campagnes électorales les plus folles que les États-Unis aient connues, avec des protagonistes qui sont quand même presque des personnages. Comment tu vois les prochains mois devant toi et à Washington? Ce seront des mois encore de polarisation, malheureusement. Je ne sens pas que les protagonistes, premièrement, Donald Trump et Joe Biden, mais aussi le camp démocrate et le camp républicain, aient envie de construire une vie politique où on se parlerait davantage, on aurait des objectifs communs sur lesquels on focaliserait notre énergie. Là, on est dans deux camps, mais vraiment très marqués. Du côté des républicains, on a fait le choix de se consacrer, s'abandonner à un seul homme, et ce parti-là est le parti d'un homme. De l'autre côté, on a fait le même choix, mais d'étrange façon, parce que Joe Biden est un candidat qui est certainement, comme disait Colin Jost au souper des correspondants de la Maison-Blanche, un homme décent, certainement. Mais c'est un homme de 81 ans qui est fatigué, qui est plus vieux et qui, justement, ne réussit plus à créer cette coalition qui avait fait le succès de Barack Obama et son propre succès à lui en 2020. Alors, on se retrouve dans une réalité où les deux camps ne veulent pas se parler, et à l'intérieur de chaque camp, d'un côté, on est braqué en se disant « il faut être fidèle » à Donald Trump, et dans l'autre, on va vivre avec le candidat qu'on a sans grand enthousiasme, mais c'est le choix qu'on a fait. Alors, les prochains mois seront difficiles parce que, tout en couvrant une campagne électorale, toujours des tensions, toujours justement des débats, mais plus que ça, ça va être des gens qui vont tout faire pour dénigrer l'autre camp plutôt que de mettre de l'avant la qualité de leur candidat ou la qualité de ces nouvelles idées qu'ils ont pour les États-Unis. C'est pas le cas. Et ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est qu'en marge de la campagne, qui est déjà en soi un événement immense à couvrir,
il y a les procès d'un candidat, il y a les poursuites contre un candidat. Ça aussi, ça marque la couverture que tu as à faire. Ça force à changer de registre complètement parce que, dans un sens, moi, je suis la vie politique américaine en regardant les grands thèmes, les grandes réalités du jour, que ce soit l'immigration, naturellement, l'environnement, la circulation des armes à feu, c'est un autre phénomène très américain. Mais là, tout d'un coup, il faut que je me place dans un monde juridique, judiciaire, où là, tu joues avec des accusations souvent aussi pas toujours certainement embarrassantes, davantage embarrassantes que simplement un crime qui aurait été commis. Et ce qui est particulier, Bruno, ce qui est un peu, j'ose dire, enrageant, et ça rejoint ces 4 années de couverture de Donald Trump que j'ai faites lorsqu'il était à la présidence, c'est que dans le monde ordinaire, quiconque fait face à des accusations peut se défendre s'il finit par être... Si des preuves sont apportées flagrantes, cet individu-là finit par soit admettre son crime, soit se battre, être condamné, on passe à d'autres choses, il est oublié par l'histoire. Dans ce cas-ci, Bruno, ce qui est fascinant, c'est que tout ce qu'on entend sur Donald Trump pourrait très bien tomber dans une sorte de vide sonore, de vide visuel. On n'en reparlera plus parce que tout lui coule sur le dos. Si le président, c'est l'homme, le politicien téflon. Ce qui fait que je suis dans le détail ce qu'il fait, mais ça peut être parfaitement insignifiant parce que les électeurs n'en ont rien à cirer. C'est curieux, Bruno. Puis ça me ramène à ces 4 années à la Maison-Blanche où je me couchais tard le soir, je me réveillais la nuit et je me réveillais tôt le matin pour voir ce qu'il avait écrit sur Twitter, pour m'apercevoir que, bon, le lendemain, on recommence à zéro. Peu importe s'il avait insulté la chancelière allemande ou qu'il avait annoncé qu'on fermait les frontières et qu'on chassait les sans-papiers. Le surlendemain, si c'était un autre thème, on oubliait tout le reste. Alors, t'oses même pas approfondir les thèmes parce que tu sais un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Qu'est-ce que ça demande, justement, parce que j'aime l'image de la page blanche, qu'est-ce que ça demande à un journaliste pour garder l'honneur quand vient le temps de couvrir des événements comme ceux-là, avec des personnages comme ceux-là? Quelle est ma boussole? C'est un peu ce que tu demandes, Bruno. Et là, tu vas me pardonner de faire de l'autopromotion, mais avec Donald Trump, et par la suite, je trouve que Donald Trump m'a forcé, avec ses 4 ans à la présidence, puis ce qu'il a fait par la suite, à mettre l'information que je récupère, Bruno, en contexte. Tu ne peux plus couvrir la vie politique américaine, probablement tout le reste, là, mais je me concentre là, sur la vie politique américaine, simplement en balançant les faits du jour, en disant, j'ai constaté ci, on m'a raconté ça, j'ai vu ci, j'ai lu ça, voilà, débrouillez-vous. Les téléspectateurs, je m'en suis rendu compte, moi-même, comme citoyen, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette amas d'informations, de mésinformations, d'allégations mensongères, de mensonges purs et simples, et dans tout ça, de faits bien réels. Alors, ma façon d'assimiler tout ça et de garder, comme tu laisses entendre, une sorte de référence, un nord sur ma boussole en disant, OK, là, je m'en vais à peu près dans la bonne direction, c'est de dire, voilà, dans tout ça, voilà ce que je comprends. Je m'appuie sur 35 ans de métier, 18 ans à Washington, du terrain partout dans le monde pour dire, c'est ce que je comprends. J'essaie le plus possible de me remettre en question, d'éviter les biais, d'être conscient que j'ai mes propres travers. Mais ultimement, je me dis, si tu réunis tout ça ensemble, puis tu dis, je vais vous mettre ça en perspective, en contexte, voilà où, à mon avis, on s'en va avec cette information-là. Ça permet de passer d'un jour à l'autre en disant, voilà, mes téléspectateurs, je pense, ont une meilleure idée de ce qui se passe, puis demain sera demain. On verra les nouvelles informations qui vont nous tomber dessus. Est-ce que ça fait de toi un meilleur correspondant, un meilleur journaliste, le fait qu'au quotidien, tu aies à tenir ce carnet de Washington pour tes téléspectateurs? Tout à fait. Moi, je crois que ça me permet de faire en sorte d'être cohérent dans ce que je raconte sur une courte et longue période. Au lieu de simplement dire
encore une fois, l'image du « j'ai apprécié et je vous le balance au visage et débrouillez-vous », ça a longtemps été ça, Bruno, la réalité du métier. On disait surtout, là, tiens-toi-en au fait, et puis on se débrouillera pour comprendre. Mais là, les gens, en plus de ça, Bruno, tu vois, sont déjà informés quand ils arrivent à moi. Ils sont allés sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. Ils ont, et puis les médias traditionnels, naturellement, ils ont écouté ton carnet. Alors, à un certain moment, ils arrivent à moi et ils veulent non pas savoir qu'est-ce que tu as de plus à ajouter à tout ce que j'ai ramassé comme information, mais qu'est-ce que tu peux me mettre comme ordre dans tout ça. Et moi, je crois que ça fait de moi un meilleur journaliste parce que, comme pour reprendre les pages que tu utilises, ce carnet-là me permet de dire, OK, voilà ce que j'ai présenté comme vision des choses il y a une semaine, il y a un mois, hier, et là, je poursuis avec, à construire sur tout ça, quelque chose qui est le plus cohérent possible. Avec, pour revenir à Donald Trump, un homme qui vit dans les incohérences, les exagérations, et un homme du côté de Joe Biden qui est au bord du j'en ai assez, je veux tout laisser tomber. À quel moment tu dis, bon, je m'abandonne à cet homme-là, comme on l'a fait avec Barack Obama ou George W. Bush en son temps, tu vois? Alors, effectivement, moi, je crois que ça me permet aussi d'être davantage en confiance lorsque quelque chose de neuf arrive. Et je peux dire, voilà comment ça se situe dans tout ce qu'on a appris. Si tu me permets, juste un aparté, Bruno. 2001, les attentats du 11 septembre. Ils étaient peu nombreux, les journalistes qui peuvent se vanter d'être parfaitement au courant que Al-Qaïda existait, que Osama Ben Laden était installé en Afghanistan, protégé par les talibans. On est parti d'un peu nulle part, puis on est tous devenus, on essayait de devenir, dans le temps de le dire, des islamologues, tu sais, puis on était perdus. La perspective que j'essaie de mettre, le contexte que j'essaie de construire à chaque jour un peu plus, fait en sorte qu'à mon avis, on sera beaucoup moins mal pris s'il devait arriver quoi que ce soit de vraiment étonnant à un quelconque moment. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les mois à venir? On me souhaite que les gens restent malgré tout calmes aux États-Unis. C'est tout ce que j'aimerais parce que c'est très tendu, il y a de la méfiance, il y a peu de sympathie pour l'autre camp, voire une sorte de diabolisation de l'autre groupe par le suivant, l'à côté. Mais tant qu'on s'en tient à s'entre-insulter et à dire bon, que les idées de l'autre sont moins bonnes. Malheureusement, il y a des gens qui dégénèrent, tu sais, qui voient la poursuite de la présidence des démocrates comme la fin des États-Unis tels qu'on les conçoit, puis les démocrates voient l'arrivée de Donald Trump comme la fin de la démocratie américaine. Bon, c'est à mon avis, des visions apocalyptiques qui ne sont pas nécessaires. Mais tant qu'on s'en tient à s'entre-insulter de cette façon-là, moi, ça va aller. Je vais être capable de... Mais si ça devait se mettre, malheureusement, à déraper, si ça devait se mettre à se taper sur la gueule ici, puis à se menacer d'attaques là, je pense que les gens vont passer à un autre niveau de haine et j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que là, c'est plus le fun de faire le métier dans ce temps. Ça fait partie de notre job, mais là, c'est plus aussi intéressant parce que c'est dur de simplement être objectif dans un contexte comme celui-là. Puis, on a tellement, nous, comme Québécois, Canadiens et Nord-Américains, comme Occidentaux, investi depuis des décennies une belle énergie à construire des institutions, à se faire confiance entre nous en se disant, OK, on va voter, puis quand on n'est pas content, on est maudit, on traite les autres de salauds, puis on attend 4 ans, puis on recommence. Tu sais? Et ça serait tellement dommage de voir cet édifice-là s'effondrer. Puis c'est là où ça rejoint l'atelier auquel je participais. C'est pour ça qu'il faut rester attentif à ce qui se passe aux États-Unis, parce que si cet édifice-là commence à s'effondrer, il y a des briques qui vont nous tomber sur la tête. Puis il y a le nôtre aussi qui va être fragilisé. Alors, gardons tout ça à l'œil. Richard Latendresse, merci beaucoup. Avec plaisir, Renaud. À la prochaine.
d'un journaliste qui couvre Washington depuis très longtemps, on passe à une journaliste qui couvre les États-Unis aujourd'hui pour Radio-Canada, après avoir couvert l'Europe et l'Afrique auparavant, et pas dans des moments toujours très faciles. Voici ma rencontre avec Azeb Waldegourgis. Azeb Waldegourgis, bonjour. Bonjour Bruno. Chaque fois que je te vois couvrir l'actualité américaine, je repense toujours à une discussion que j'avais eue il y a longtemps avec toi et tu m'expliquais pourquoi tu aimais te retrouver en terrain de guerre et comment c'était un challenge pour toi, comme journaliste, d'aller essayer de couvrir l'information pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passait et c'était quoi les enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tout le travail que tu as fait dans des zones de guerre, et ce que tu es en train de faire aux États-Unis, est-ce que tu vois un parallèle à quelque part? Je pense que c'est important d'être sur le terrain parce que c'est là vraiment qu'on sent ce qui se passe, on sent les gens. Si je fais un parallèle, c'est sûr que les guerres que j'ai couvertes en Afrique, que ce soit en Sierra Leone, que ce soit au Libéria, que ce soit au Congo, ou en tout cas les tensions même au Rwanda, c'est complètement différent, je dirais. Mais c'est sûr que cette proximité qu'on a avec les gens, on comprend mieux ce qui se passe, on comprend mieux les enjeux. Et souvent, c'est des gens, c'est pas des experts qui vous expliquent ce qui se passe, c'est de voir les gens vivre dans un certain milieu, leur quotidien, les défis auxquels ils font face. Et c'est là qu'on arrive à comprendre, en fait, des enjeux beaucoup plus macro, là. Donc, bon, en Sierra Leone, c'était le diamant. C'était les enfants soldats et on voyait comment ça affectait les Sierra-Léonais et à quel point ça a été une guerre horrible. Là. C'était où les gens se faisaient mutiler. C'est sûr que j'oublierai jamais ça. Et ça nous marque, ça nous change et ça nous fait grandir évidemment. Aux États-Unis, c'est autre chose. Il y a ce confort matériel. Mais il y a cette, je dirais, cette pauvreté d'espoir. Les gens sont... Comment dire, ils sont pas tristes, mais il y a pas ce... Vous savez, les gens, par exemple, qui sont en Afrique, qui traversent la mer, il y a cet espoir d'une vie meilleure, on va aller en Europe, on va aller en Amérique, on va pouvoir réaliser nos rêves, etc. Donc il y a vraiment cette espèce de positivisme. Vous arrivez en Amérique du Nord, en tout cas dans les pays plus aisés, et c'est un autre problème. Il y a plus vraiment d'espoir, il y a plus, les gens sont sur leurs écrans. Enfin, il y a pas vraiment de... Et là, on se retrouve dans un repli de soi qui est vraiment bien reflété par les partisans de Donald Trump. Il y a cette espèce de... Il faut mettre des murs autour de nous, il faut qu'on se retrouve, faut qu'on retrouve l'Amérique d'antan, où on était heureux. Enfin, et c'est une Amérique qui n'existe pas vraiment, en fait. Et il y a cette tristesse, en fait, chez les gens. Les gens, je ne trouve pas qu'ils sont particulièrement heureux. Je trouve que on regarde vers le passé, il y a une nostalgie, mais on ne regarde pas vraiment vers l'avant en se disant il y a un meilleur avenir. Donc c'est un peu ça que je vois sur le terrain, si je peux faire des comparaisons de ces deux mondes-là. Et c'est sûr que ça, tu le vois pas quand que ce soit en regardant la télé ou quand tu es à Montréal. Il faut être sur le terrain, il faut rencontrer les gens et passer du temps avec eux. C'est vraiment, c'est ça qui nous permet de mieux saisir les complexités, puis voilà. C'est un peu ça qui te définit, hein. Quand tu vas couvrir une histoire, et je regarde tout au long de ta carrière, c'est de passer du temps avec les gens. Parce que autant en Afrique, même en Europe, même quand tu étais en Angleterre, on le sentait que tu passais du temps avec des gens. C'est des gens que tu nous présentais. On avait l'impression que tu les connaissais. Ça définit un peu ta façon de travailler, ça? C'est très précieux le temps, hein, parce que surtout maintenant en journalisme, on n'a pas le temps, il faut nourrir la bête, comme on dit, donc c'est vraiment, faut produire, donc c'est un luxe d'avoir un peu de temps. Quand j'étais à Washington, on avait rencontré un cardiologue, et je pense que c'est par respect aussi pour les gens qu'on rencontre, parce que on peut pas juste demander à quelqu'un de nous raconter sa vie en 5 minutes et partir avec tout ce qu'il nous dit. Je pense qu'il faut respecter les gens et respecter ce qu'ils nous disent, respecter ce qu'ils partagent avec nous, puis avec tout le public. Je pense que c'est important, mais il y a un cardiologue qu'on avait rencontré, un cardiologue palestinien, qui nous avait expliqué qu'il avait perdu 100 membres de sa famille à Gaza. Et donc, c'est vrai qu'on a passé peut-être 5 heures avec lui, chez lui, donc c'est quand même un luxe. Et il nous a tout raconté, qu'il avait grandi là-bas, à Khan Younes, et en même temps, c'était il disait, vous savez, moi, mon rêve, c'est que je puisse vivre avec mon frère israélien. Donc, il y avait vraiment cette ouverture, cette grandeur d'âme. Et pour moi, c'est des gens extrêmement précieux, et on apprend énormément avec ces gens-là. Donc, ça, c'était la dernière personne où des gens qui soutiennent Donald Trump, Moms for Liberty, des mères. Alors, on avait passé du temps. Et puis, alors,
il y a toute une logique. En fait, je pense que c'est important de comprendre sans juger, parce qu'on a tendance à étiqueter les gens, les Trumpistes, c'est des misogynes, c'est des racistes, c'est des sexistes, etc. Et je pense que notre rôle en tant que journaliste, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'aller au fond des choses. Et souvent, c'est parce que les gens ont peur. Ces mères-là, elles disent, bon, moi, je suis quelqu'un... Il y avait une femme du Venezuela, Moms for Liberty, c'est des gens qui sont contre, c'est socialement extrêmement conservatrices, qui sont contre le discours, entre guillemets, woke, enfin, qui se définissent comme woke. Ils disent, je veux pas que mes enfants, on leur parle d'identité de genre, je veux pas qu'on leur parle de la communauté LGBTQ. Puis, une fois qu'on a passé ce stade-là, pourquoi ? Il faut leur demander pourquoi, quelle est la peur, etc. Et c'est là qu'on arrive mieux à expliquer. Et moi, je pense que ce que je pense, c'est pas important. Je pense que le public va regarder, va juger par lui-même, va décider s'il est d'accord ou pas. Et c'est un peu notre rôle de nous effacer aussi au profit de ces personnes-là qu'on veut vraiment mettre en lumière. Je pense qu'en journalisme, il faut pas oublier ça. On est juste des messagers. On n'est pas... On sauve pas des vies, là. On tend le micro. Et je pense que notre rôle, c'est vraiment de présenter des gens d'un côté comme de l'autre, et puis que le public se fasse un peu son idée, son opinion. Et on est un peu là pour ça. Tu ne sauves pas des vies, mais tu influences la société. Qu'est-ce qui fait que, quand tu as fait le montage, tu as fait tout ton travail, l'histoire, elle est faite, tu as 1 minute et demie, 2 minutes d'histoire de fait, et tu te dis, ça, c'est une bonne histoire. Qu'est-ce que ça prend pour que toi, tu sois contente de ce que tu as fait? Je pense que ce qui me touche, si quelque chose me touche vraiment, comme on était au Texas, on était à la frontière, on était en fait à Juarez, où il y avait beaucoup de migrants qui traversaient pour aller à El Paso. Et là, tout d'un coup, ils étaient beaucoup, et donc on était à El Paso, c'est la ville frontière qui est au Texas. Et là, ils étaient devant une église, puis c'était des gens d'Amérique du Sud, d'un peu partout. Puis il y avait un petit garçon qui avait une sonde alimentaire. Et il y avait son père à côté. Et c'est triste. Et donc son père était à côté. Et puis c'est un petit garçon de 10 ans. Il avait traversé la jungle du Panama. Il est arrivé. Il a dit, vous savez, il n'y a plus vraiment de médicaments au Venezuela. Et c'était un père tout seul. Il n'avait pas de femme. Et il dit, voilà, je suis venu ici pour sauver mon fils. Donc au début, c'est sûr qu'il faut faire le reportage. Et ça, c'est quelque chose qui touche. Et moi, je me dis, bon, ça me touche, peut-être que ça va toucher aussi les gens. Et donc, on l'a interviewé, évidemment. Puis ce qui était fou, c'est que là, tout d'un coup, la police est venue parce qu'ils ont dit, bon, il faut nettoyer. Puis là, ils ont tout nettoyé. Puis là, il fallait... Puis on avait l'impression que les migrants faisaient partie des ordures. Tu sais, ils balayaient tout. Et après, bon, il est parti. Et c'est vrai qu'on a fait le reportage, on a montré, mais bon, après, on a essayé de trouver quelqu'un pour l'aider, parce qu'il y a des services aux États-Unis, et lui, bon, il parlait qu'espagnol, donc on l'a mis, puis il veut pas non plus dire qui il est, parce qu'il a peur de se faire renvoyer, donc il y a tout ce... Et donc, il y avait c'était des gens qui travaillaient pour une des églises, alors, ils ont pris son nom, donc j'étais contente, bon, je les ai mis en contact, elle a pris son nom, puis elle a dit, bon, on va essayer de nous occuper du fils, mais il y a vraiment des choses extrêmement... Les gens vivent des choses extrêmement difficiles. Les gens souffrent énormément. Et ça, c'est quelque chose de très... c'est important d'en parler. C'est important de les faire parler eux-mêmes, qu'ils racontent eux-mêmes leur histoire pour montrer que oui, il y a beaucoup de migrants. C'est pas juste des statistiques, c'est des vies humaines. Et il faut réfléchir à trouver une solution. Est-ce que l'immigration, il faut régler les problèmes, il faut qu'il y ait un système qui fonctionne, parce que l'immigration illégale, c'est pas la solution non plus, parce que c'est pas génial de traverser tous ces grillages et tout, mais au moins se dire, ok, il y a des problèmes au Venezuela, pourquoi les gens partent déjà, qu'est-ce qu'on peut faire, on est dans une situation dans le monde qui est extrêmement, qui est terrible, et je pense qu'on va voir de plus en plus de flux migratoires. Il y a aussi les migrants de climat, en fait, les réfugiés climatiques, il va y en avoir énormément, qui vont venir d'Afrique, qui vont venir d'Amérique du Sud. Et à un moment donné, c'est sûr que les pays peuvent construire des murs, mais bon, les murs, c'est pour eux, hein, ils ont toujours un moyen de passer à travers. Donc il va falloir se dire, ok, est-ce que... Il y a un déséquilibre mondial, là. Il y a énormément de richesse d'un côté, de gaspillage de l'autre. Donc, je ne suis pas une experte, mais je pense qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions et voir aussi que ce qu'on a fait jusqu'à présent ne fonctionne pas, en fait. Azeb, je terminerai avec une question simple.
Pourquoi tu as accepté de venir à ce festival pour parler de ton métier? On n'a pas beaucoup l'occasion de le faire déjà. Et puis bon, c'est une belle excuse pour voir la mer, mais je pense que ça fait du bien de nous arrêter justement, de réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'on n'a jamais cette occasion-là. Puis surtout de rencontrer des collègues. Et puis le public, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont vraiment merveilleux, vraiment, surtout en Gaspésie, là, je trouve qu'ils sont extrêmement accueillants et chaleureux. Et je pense que ça nous fait du bien et ça nous donne de l'énergie pour continuer en fait. Puis ça permet de voir les gens qui vous regardent d'habitude. Exactement, exactement. Ouais. On a un visage finalement. Ouais. Azeb, merci beaucoup. Je vous en prie, merci Bruno. On n'a pas parlé que des États-Unis aujourd'hui au festival. On a également parlé de la crise de l'information en région au Québec. Et pour revenir sur le sujet, j'ai rencontré une des panélistes qui a traité du sujet, Annick Charette. C'est la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Voici notre entretien. Annick Charette, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à un atelier, une présentation ce matin qui s'intéressait au journalisme régional, à l'information en région. Quand vous regardez toutes les discussions qui ont lieu, vous en avez fait un peu un résumé ce matin, là, mais quand vous regardez toutes les discussions qui ont eu lieu, quels sont clairement dans votre tête les enjeux à l'heure actuelle quand on parle de crise de l'information régionale? Ben, les enjeux sont multiples et viennent de multiples... en fait, ils ont une source commune, mais s'incarnent de multiples façons, disons-le comme ça. La source commune, c'est effectivement des changements de paradigme dans le monde de l'information et dans le monde de la télévision, autant que dans le monde de la radio, que dans le monde des journaux, par la prise de possession ou l'accaparement, disons ça comme ça, des revenus publicitaires par les GAFAM de ce monde. Ce qui est curieux là-dedans, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. C'est qu'au début, il y a 15 ans à peu près, les Facebook, particulièrement, ont contacté l'ensemble des producteurs de médias d'information pour leur dire, bien, venez chez nous, publiez chez nous, on va vous mettre en valeur et ce sera un échange de bons procédés. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une audience plus large. Puis nous, ça va nous donner du contenu un peu plus crédible que des vidéos de job, mettons. Alors, les gens sont allés de façon bien naïve, mais pourquoi, c'est pas un jugement de valeur quand je dis de façon bien naïve, on a tous été naïfs par rapport à ça, y compris les gouvernements, parce qu'à l'avènement du web, tout le monde se disait, oh mon Dieu, c'est les petits gars de la Silicon Valley en t-shirt, il n'y a pas de problème, c'est tellement progressiste, allons-y, on parlait de la neutralité du web. Je me souviens très bien, à l'époque où Mme Bertrand était présidente du CRTC, des discours qu'elle pouvait tenir là-dessus. Alors, l'affaire qu'ils n'ont pas tellement estimé, c'est que ces gens-là, ils font pas ça pour le plaisir non plus. Ce sont des capitalistes en t-shirt, mais des capitalistes tout de même. Donc, plus ça rapporte, mieux c'est. Mais ça rapporte pas que de l'argent. Ça rapporte du pouvoir. Ça rapporte de la puissance. Et ça, ils l'ont bien compris. Et curieusement, bien, nous sommes dans une situation où les traditionnels détenteurs de pouvoir, qui sont les gouvernements, sont pratiquement dans l'impossibilité de faire valoir la souveraineté de leur juridiction face à un nouvel ordre mondial qui est dominé par le capitalisme monétaire des gens comme les GAFAM, mais aussi par leur posture qui est hors contrôle. C'est une domination mondiale, on n'a pas besoin des aliens, là, on les a créés nous-mêmes. Donc, si je reviens à la base sur l'information locale, pour ne pas voler dans des sphères trop hautes, c'est que évidemment, l'accaparement des revenus publicitaires qui est venu, tu sais, quand tu proposes un placement de produit et que tu proposes que tu puisses le cibler, que tu puisses le géolocaliser, que tu as une clientèle qualifiée, qu'on appelle, c'est séduisant pour un annonceur. Plus que de dire, je vais le publier à 100 000 copies dans un média, mais je ne sais pas qui va le voir. Mais en fait, c'est une fausse donnée parce que même si vous ciblez votre auditoire de façon aussi pointue, dans le fond, vous enfermez votre message dans un auditoire qui correspond au profil que vous avez ciblé. Puis, est-ce que vous allez intéresser à votre message quelqu'un d'autre de la communauté qui ne s'intéressait pas avant ça? Vous venez de perdre cette possibilité que vous aviez avec une diffusion plus large. Mais bref, les vendeurs ont
ont eu gain de cause, les vendeurs de la GAFAM ont eu gain de cause et proposaient des tarifs vraiment très réduits par rapport à ce que la presse traditionnelle, qui avait peut-être exagéré de ce côté-là, parce que la presse traditionnelle aussi, comme c'est le cas en Amérique du Nord, comme c'est le cas au Québec, était là pour faire de l'argent. Donc, il y a eu une bataille de chiffres et les GAFAM ont gagné parce qu'ils étaient extrêmement compétitifs sur les prix qu'ils pratiquaient pour la publicité. Résultat, actuellement, 75% des revenus publicitaires ont quitté les médias traditionnels. Ce que ça fait aux médias traditionnels, bien, c'est une difficulté d'existence, c'est clair. Donc, les médias traditionnels, les grands comme les petits, mais surtout les petits, et surtout les petits qui ont un marché plus restreint, comme l'information locale. Donc, l'impact a été beaucoup plus grand de ce côté-là que du côté... Oui, la presse a souffert, oui, les grands médias traditionnels ont souffert, mais ils se sont reconvertis et la machine est repartie parce qu'ils ont eu du soutien gouvernemental sur les crédits d'impôt, mais ils ont aussi du soutien gouvernemental pour leur passage au numérique, etc. Comme je le disais ce matin, ça aurait été bien que la presse fasse profiter de son expertise à plus petits médias, mais on n'est pas là parce qu'on n'est pas dans cette économie-là, puisqu'on est dans une économie qui vise à faire de l'argent encore avec l'information. Et c'est ce qui va amener à la situation qu'on va connaître sous peu, c'est-à-dire que, on le voit, la rentabilité est plus au rendez-vous, donc l'information se rétrécit au même rythme que la rentabilité diminue. Alors, les TVA de ce monde, M. Péladeau, là, qui crie tout le temps qu'il faudrait qu'elle soit soutenue mieux que ça, que Radio-Canada ne devrait pas avoir d'argent, que ça devrait pas avoir de la pub, tout ça. M. Péladeau, ben, il est grassement payé. C'est pas c'est pas lui qui réduit. Hein. C'est ces gens des salles de nouvelles en région qui ne produiront plus de bulletins régionaux la fin de semaine. Et ça vaut pour tellement de choses en information locale. Métro-Média, je vais vous donner l'exemple parce qu'ils ont fermé. C'est un cas de figure extrêmement intéressant. Métro-Média était une entreprise en santé, en très, très bonne santé financière il y a 4 ans. Elle distribuait 1 million de copies de portes. C'était un très grand reach pour Métro-Média. Et ils avaient des annonceurs à la pelletée, des annonceurs locaux, parce que c'était des hebdos locaux dans les quartiers de Montréal, plus l'hebdo dans le métro. Donc, il était très ciblé, un peu comme pouvait le faire d'ailleurs Facebook peut faire, mais ils étaient très ciblés, ils étaient ancrés dans les milieux, donc ils étaient en santé. Arrivent les crédits d'impôt sur la masse salariale, ça a fait une entrée significative chez Métro-Média parce qu'ils avaient une bonne salle de rédaction. Un des actionnaires de Métro-Média, voyant la manne arriver, puis là, j'ai parlé ce matin de reddition de compte, là, mais je me suis pas attardée, mais les crédits d'impôt sur la masse salariale devraient être associés à une condition. Nous, on a milité dans ce sens-là quand les crédits d'impôt ont été mis en place, c'est que ça devait être signifiant que la masse, la plus grande masse des crédits d'impôt devait être réinvestie dans la salle de presse. Preuve à l'appui. Et ça n'a pas été le cas. Donc, l'actionnaire a ponctionné une somme importante. Je parle de quelques millions dans ça. Mais l'entreprise est en santé, fait qu'elle a continué à vivre pendant un certain temps. Et là, la Ville de Montréal, par un manque de vision totale, annonce le retrait des Publisac. Un peu de publicité verte pour le parti de Mme Plante. Le retrait des Publisac était la distribution privilégiée parce que les journaux des hebdos étaient distribués dans les encarts, avec les encarts publicitaires. Et instantanément, le Métro-Média a perdu 50%. Instantanément, là. C'était pas encore réalisé, ça allait être réalisé 50% de ces investisseurs publicitaires. Puis, quand l'annonce a été faite de la fin de la distribution par Publisac, ils ont tenté de faire ça par kiosque puis tout ça, mais ils sont descendus de 1 million à peu près à 300 000, je me souviens plus exactement des chiffres. Il n'y avait pas du tout d'intérêt, puis les ventes publicitaires ont périclité. Puis on a eu accès aux livres ouverts pour toutes sortes de raisons. On les a demandé, puis parce qu'ils voulaient notre partenariat, tout ça. Là qu'on a réalisé la ponction. Donc, actionnaire au doigt d'or et Ville de Montréal qui a plombé parce qu'il y avait un plan de passage au numérique sur 3 ans, Métro-Média, mais il était commencé, mais il y avait 1 an d'existence, donc 1 an plus tard, ils sont morts.
On a fermé la salle de rédaction. Il n'y a plus de nouvelles locales à Montréal. Personne couvre les arrondissements, puis les mairies d'arrondissement, puis les citoyens n'ont plus de parole. Il n'y a plus de journaux en français qui rentrent dans beaucoup de foyers. C'est terrible, moi, je trouve, comme situation. Puis tout le monde, bon, OK. On a été incapable d'obtenir la collaboration même des acteurs sociaux pour repartir une machine parce que l'information ne vend plus. L'information n'est plus rentable. Dans l'exemple que vous servez, on voit ce que ça veut dire, mais c'est encore un marché montréalais qui est somme toute quand même couvert quand même par les médias nationaux qui sont là. Je ne parle pas de l'actualité des arrondissements, mais de la grande information montréalaise. Bon, ça c'est... Mais concrètement, ça signifie quoi dans les régions? Parce que là, ce que j'entends aussi, puis ce que je vous entendais dire ce matin, c'est que, par exemple, dans une salle de nouvelles, c'est un poste de journaliste qui disparaît. Et dans certains médias, un journaliste, c'est peut-être la salle de nouvelles au complet qui disparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe en région? Est-ce que ça veut dire qu'on se retrouve avec des régions au Québec qui n'ont plus d'informations locales? En fait, oui. J'ai des chiffres, là, je peux vous en donner. Le nombre de journaux quotidiens qui ont disparu au Québec en 10 ans, là, je parle de 2010 à 2023, c'est-à-dire, il y avait 12 quotidiens, il y en a maintenant 10. Le nombre de journaux hebdomadaires, il y en avait 175, il y en a maintenant 95. Le nombre de MRC desservis, vous avez dit ce matin on a fait un clin d'œil, mais en fait, l'atelier de ce matin était sur la journée, spécifiquement sur la journée de l'information locale qu'on a tenue à Saguenay. Demain, on en a un atelier sur juste l'information locale. Ça fait, il va y avoir une autre dimension, là, vous allez réentendre ces chiffres-là, mais c'est pas très grave. Donc, le nombre de MRC desservis, 69 en 2010, 56 en 2023. La population totale du Québec, la population qui a été desservie par des médias, en 2010, 7 millions, mettons 7 600 000. En 2023, 6 800 000. Le nombre de MRC sans médias, 34 en 2010, 47 en 2023. La population québécoise sans médias, 900 000 en 2010, 1 650 000 en 2023. Ça, c'est des chiffres. C'est des chiffres, là. C'est des chiffres documentés. Je travaille avec une firme d'économistes sur ce type de documentation-là parce que ça nous permet toujours d'avoir une vision d'ensemble du phénomène. Fait que c'est quand même signifiant. Et ça ne va pas en s'améliorant. C'est-à-dire que tous les jours, on en a des annonces. Une des choses qui m'inquiète le plus, moi, quand je regarde la situation ou quand j'entends parler de phénomènes ou de mesures ou de coupures de postes ou whatever, c'est que je me dis qu'on désincarne aussi l'information. Parce que couper un poste dans une région comme Saguenay, sur une équipe de 5, puis on en coupe un, ça fait une réduction de 20 % de la capacité de couverture. C'est déjà grave, là. En couper 2, on est rendu à 40 % de la capacité de couverture. Puis quand on a un territoire de l'ampleur du Saguenay, 40 % ça veut dire qu'on va choisir ce qui est à proximité de la base, puis qu'on va couvrir... mettons 1 heure, 1 heure et demie autour de ça, comme tu dis, 4 heures de transport dans la journée, puis 3 heures pour faire produire l'information, tu sais. Bon, c'est un calcul rationnel, mais c'est comme ça. Fait qu'on n'ira pas couvrir à 5 heures de route, là, alors que le territoire a 5 heures. C'est la même chose en Gaspésie, d'ailleurs, tu sais. Même chose dans toutes les régions éloignées. Ça veut dire qu'il y a des communautés qui ne seront plus desservies. Ça veut dire qu'il y a des communautés qui ne seront plus refléter à elles-mêmes. Quand je dis refléter à elles-mêmes, c'est dans leur vitalité culturelle, les manifestations artistiques, dans leur vitalité sportive, tout ce qui se passe, puis qu'on veut entendre des équipes locales au moment où ils sont rendus, dans les tournois, etc., ne sont plus reflétés à elles-mêmes dans la vitalité économique. Qu'est-ce qui se passe? Quelle ouverture on a? Quelle fermeture on a? Qu'est-ce qui se passe dans le... Alors, tout ça, c'est une perte. Une communauté qui est plus reflétée à elle-même, ça a quand même un gros impact sur comment je pourrais dire, sur son tissage, son métissage. Tu sais, comment on peut faire en sorte qu'on soit une communauté distincte puis qu'on se reflète, qu'on s'identifie à cette communauté-là. Et ça, c'est ce qui guette, parce que l'information, c'est un lien démocratique aussi, là, à cet égard-là. Mais ce qui m'inquiète, moi, quand je regarde, je prends l'exemple de Saguenay, puis je peux le prendre l'exemple, peut être démultiplié en région. Avec ce qui se passe au niveau de la rentabilité, si je prends par exemple les médias électroniques, à partir du moment où il n'y a plus de bulletins en région à TVA, on a un problème, parce que la pluralité des voix, c'est important aussi. On a un problème parce que là, on n'a plus
qu'est-ce qui se passe? Il va rester que Radio-Canada un jour? Ou c'est pas souhaitable qu'il reste que Radio-Canada. On veut entendre d'autres voix, on veut entendre d'autres points de vue, on veut entendre une autre façon de regarder la société. Pas juste la société d'État, c'est épeurant un peu quelque part, là, quand on regarde ça. Puis, de ne plus être là. Moi, j'ai regardé en radio, là. Il y a une radio à Val-d'Or. En ce moment, il reste très peu de gens, puis il y en a qui vont prendre leur retraite. À partir du moment où une personne va prendre sa retraite, l'émission de l'après-midi qui était animée par une personne de Val-d'Or ne sera plus là. Puis ça va être animé par quelqu'un qui est à Sorel. Qui va parler de Val-d'Or? Il n'y a pas d'ancrage dans la communauté. Sur le trottoir, il ne peut pas se faire interpeller, lui, par des citoyens qui vont lui dire « Hey, je t'ai entendu cet après-midi, puis je voudrais te dire ça parce que telle affaire, t'étais dans le champ ou pas. » Mais c'est important, ça. C'est important d'exister dans les communautés. Mais c'est ça qui va arriver avec les grands médias. Ils vont finir par centraliser la production technique à Montréal ou à Québec. Ils vont avoir des journalistes dans les régions. Mais il n'y aura plus d'incarnation des médias dans les régions. Il va y avoir que des individus pour l'incarner. Il n'y aura plus de dépenses dans les régions de ces médias-là. Il n'y aura plus rien qui vont faire en sorte qu'ils font partie du tissu de la communauté régionale. C'est ça qu'on veut comme société. Je pense que socialement, il faut réfléchir à ce qu'on veut comme société par rapport à nos médias. Puis oui, le modèle d'affaires est brisé, mais réfléchissons ensemble aux solutions à ça. Il n'y a pas juste le gouvernement qui peut le faire, là, parce que les poches, je l'ai dit ce matin, les poches du gouvernement ne sont pas infinies, là. Puis il y a des forces contraires qui s'annoncent, là. Fait que faut réfléchir comment collectivement on souhaite soutenir nos médias locaux. Ça regarde tout le monde, là. C'est ce que je souhaite comme message, moi. Est-ce que vous avez déjà des pistes de solutions? Ah oui, nous, on en a parce qu'on peut pas... Nous, on représente les travailleurs de l'information. Fait que c'est sûr qu'on réfléchit toujours dans le sens de la protection des emplois puis des milieux de travail. En fait, c'est ça notre mission maintenant. On négocie des conventions. Moi, je fais pas ça, là. C'est pas ça que je fais dans la vie. Mais moi, je m'attarde beaucoup depuis 10 ans que je suis là. Pascal Saint-Onge, je le faisais avant moi, là, à la protection des milieux de travail. T'sais, comment on peut faire en sorte qu'ils continuent d'exister puis dans lequel on peut continuer à œuvrer. On aime ça, faire notre job. Oui, il y a des solutions. On en a proposé 5 dans une campagne qui s'appelle « L'information un bien public ». Ces 5 solutions-là sont simples. Je vais vous les énumérer. La première, c'est d'étendre les crédits d'impôt sur la masse salariale des salles de rédaction aux médias électroniques. C'est un gros coût pour le gouvernement. J'en suis très consciente. Mais ça aussi, c'est une réflexion qui doit être faite. La deuxième, instaurer une taxe spéciale sur l'achat des écrans, téléphone, tablette, télévision, par où rentre l'information. Pourquoi on préconise ça? Ce serait une taxe de 2 % qui rapporterait 200 millions par année, ce qui serait assez intéressant à la grandeur du soutien pour créer un fonds totalement indépendant du gouvernement, avec de la réduction de compte, je le dis tout le temps, qui pourrait aussi être enrichi de d'autres apports, mais un fonds qui soutiendrait la production d'informations. C'est pas populaire de proposer une taxe, mais ça a déjà existé dans le passé. Il y en a eu sur les cassettes vierges au moment pour les créateurs. Il y en a sur les coffrets, sur les pneus. Il y en a diverses des taxes dédiées. Est-ce que tout le monde adhère à cette idée-là? Je ne sais pas. Par contre, si ce n'est pas celle-là, quelle autre solution pérenne pouvons-nous trouver? Fait qu'il y a celle-là. Il y a l'idée que l'ensemble des acteurs politiques, là, les niveaux de municipalité au niveau provincial et fédéral, investissent leurs publications et leur publicité dans les médias locaux. La bonification des crédits d'impôt pour les entreprises qui utilisent les médias locaux en publicité. J'ai pas dit la punition de ceux qui existent, qui utilisent les autres. Parce qu'on est conscient qu'il y a des gens qui peuvent avoir qui peuvent être vus plus largement que dans leur communauté. Ils ont déjà la possibilité d'avoir des crédits d'impôt quand ils font des dépenses publicitaires. Bravo. Nous, on dit, doublez-la donc quand c'est dans les médias locaux qui font la dépense publicitaire. Ça, c'est facile à prouver, là. Ça, puis dernièrement, un engagement des municipalités d'avoir on veut qu'ils signent je dis une profession de foi, mais c'est pas ça, là, une déclaration de principe sur le fait que l'information locale est essentielle à la survie de leur communauté. Fait que si on réussit ça, on est en marche en ce moment, on rencontre les communautés, moi je rencontre toutes sortes d'organisations de la société civile pour leur dire soutenez cette campagne, allez dans le sens de ce qu'on souhaite, parce que ça nous regarde tout le monde. Ça, je dis, ça ne regarde pas que les gouvernements. Puis on ne peut pas juste penser de demander de l'argent au gouvernement. Il faut qu'on s'organise comme société sur l'information qu'on veut.
Mais d'abord, prenons conscience du problème. Parce que, comme je l'ai souvent dit, je pense que les gens vont avoir conscience quand la pâte à dents va être sortie du tube. Mais on ne la remettra pas dedans. Il faut éviter de vider les tubes. En terminant, le festival vous a invité à venir parler comme ça aux participants, aux gens qui sont là. Pourquoi vous avez accepté de venir? Qu'est-ce que ça représente, le festival, pour vous? Je suis venue l'année dernière au festival et ça a été une expérience fabuleuse. Je n'étais pas conférencière, je n'étais que dans la salle. Et j'ai trouvé que être assise avec plein de gens qui sont de la communauté d'ici de Carleton, des gens du milieu, de nos milieux qu'on représente et les patrons de presse, toutes sortes de monde, vraiment une variété incroyable de gens. On était tous assis au même niveau, dans le sens où on pouvait être assis... il y avait un dialogue libéré, je dirais, puis le contexte de Carleton, c'est festif, on sort dehors, on se parle, pas du tout comme on se parle à Montréal dans des affaires officielles. Donc, ça m'a apporté vraiment de la... Je me suis dit, OK, là, j'ai de l'espoir, le milieu, j'aime le milieu. Je l'aime pas tout le temps. Là, je l'aimais. Puis, moi, j'ai entendu des choses l'année passée, quand j'ai quitté le festival. J'avais entendu les gens de l'Acadie Nouvelle qu'on représente, mais là, j'avais entendu Kenneth Saunier, puis... tu connais Saunier? En tout cas, le patron de l'Acadie Nouvelle. Puis je me suis dit, il faut penser autrement maintenant. Il faut aller ailleurs. Il faut réfléchir comment on peut faire des convergences. Il faut réfléchir. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre l'Acadie Nouvelle. C'est bizarre que c'était l'Acadie Nouvelle qui m'a frappé. Il ne faut pas se permettre de perdre un truc comme l'Acadie Nouvelle qui a un ancrage tellement fort dans ces communautés. Comment on peut faire en sorte que ça n'arrive pas? Venir ici, c'est comme un cadeau, là. Pas des vacances, mais un cadeau. Annick Charrette, bonne suite au festival. Merci beaucoup. L'intérêt et le succès de ce festival de journalisme à Carleton-sur-Mer, mis à part la qualité de ses intervenants, c'est aussi la grande présence et la grande participation du public. D'ailleurs, en sortant de la dernière activité ce soir, j'ai croisé un des festivaliers. Voici ce qu'il avait à dire au sujet du festival. Jérémy Lapointe, hein. Je viens de Saint-Omer, j'ai étudié ici, puis je suis mécanicien maintenant. L'année passée, j'en avais entendu parler, j'ai pas pu y participer, puis cette année, je me suis dit que je manquerais pas ça. Puis c'est super intéressant. Moi, il y a plein de conférences qui m'intéressent, puis je suis quelqu'un de très politisé dans la vie, fait que je trouve ça très intéressant. Puis justement, on sort d'un débat, fait que j'aime bien ça dans la vie, débattre de plein de sujets différents. Puis c'est vraiment plaisant quand ça vient chez soi, puis on n'est pas obligé de se déplacer jusqu'à Montréal ou dans les grandes villes pour assister à ça. Alors voilà, c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode spécial de 4 en provenance du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Je tiens à remercier l'organisation du festival pour sa collaboration, ainsi que TELUS, qui, avec son soutien financier, permet la production de cette série de reportages de Mon Carnet. Je vous donne rendez-vous demain en soirée hors du Québec pour une 3e édition de cette série spéciale de Mon Carnet. Avec mes invités, on parlera de journalisme en Haïti présentement et puis aussi de la crise de confiance envers les médias. Je vous dis à demain et entre-temps, je vous laisse sur ma toute première chanson pour le festival. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans la ville de Carleton-sur-Mer, dans la baie des Chaleurs, on se rassemble pour se parler, pour mieux se comprendre. Un festival de journalisme, on veut faire la lumière, on veut comprendre les médias, les journalistes et tout ce qui se passe en mer. On capte chaque histoire, chaque mot, chaque détail, on écrit avec passion sans jamais dévoiler les secrets de la vérité. On veut tout révéler, on veut tout révéler, car on sait qu'ensemble, on peut tout réaliser. Dans les mots de l'info, on se retrouve à Carleton-sur-Mer pour discuter ensemble, pour aller plus loin. Les médias, les journalistes, on veut tout démêler. Dans la baie des Chaleurs, la vérité va briller.
chaque mot, chaque détail, on écrit avec passion, sans jamais dévoiler les secrets de la vérité. On veut tout